Certains secrets refusent de mourir. Ils dorment sous la surface, attendant le moment parfait pour éclater au grand jour. Imaginez perdre l'amour de votre vie dans un drame brutal. Imaginez passer 20 ans à reconstruire une existence parfaite en apparence, une belle maison, une carrière brillante, un enfant formidable. Et puis, un mardi ordinaire, une inconnue entre dans votre salon. Elle porte autour du cou la preuve vivante que toute votre vie est basée sur un mensonge tragique. Ce n'est pas un film, c'est l'histoire de Laurent. Préparez-vous, car cette histoire va vous prendre aux tripes. Laurent est un chirurgien cardiovasculaire renommé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au cœur de Paris. À 45 ans, il a tout pour être heureux, mais sa vie privée est un désert affectif. Sa femme, Sophie, est une journaliste de mode obsédée par son image. Elle ne tolère aucune imperfection. Au milieu de ce couple à la dérive se trouve Hugo. C'est un petit garçon de 5 ans, plein de vie, que Laurent a adopté après un drame à l'hôpital. Hugo déborde d'énergie, ce qui exaspère Sophie. Le petit garçon grandit dans un immense appartement haussmannien entouré de nounous qui démissionnent les unes après les autres. Le conflit gronde, la tension est permanente, et Laurent se sent de plus en plus seul au milieu de ce luxe glacial. La pluie battait violemment contre les grandes fenêtres de l'appartement parisien. Laurent poussa la lourde porte en chêne massif. Il était épuisé par une garde de 24 heures à l'hôpital. L'odeur familière du parquet ciré fut immédiatement remplacée par une atmosphère électrique. Avant même d'enlever son manteau trempé, il entendit les pleurs perçants de son fils. Les cris aigus de Sophie résonnaient dans le long couloir décoré d'œuvres d'art modernes. Laurent ferma les yeux un instant. Ses tempes palpitaient douloureusement. Chaque soir, c'était la même symphonie amère. Une vie parfaite en apparence, mais totalement vide de l'intérieur. Il posa sa mallette sur la console en marbre d'Italie. Soudain, de petits pas rapides claquèrent sur le sol. Hugo, 5 ans, déboula comme une petite tempête. Le visage rouge et baigné de larmes, le petit garçon se jeta contre les jambes de son père. Il s'agrippa au tissu mouillé du pantalon de Laurent avec l'énergie du désespoir. Ses petits doigts tremblèrent de peur. Il cherchait un refuge désespérément. Laurent s'agenouilla lentement, ignorant la fatigue qui écrasait ses épaules. Il entoura le petit corps frêle de ses bras protecteurs. Le parfum d'enfant mêlé à la sueur des larmes lui brisa le cœur. Il savait que la guerre venait de commencer. Sophie apparut à l'autre bout du couloir. Elle portait un tailleur de créateur impeccable, mais son visage était déformé par la colère. Elle croisa les bras avec une froideur glaciale. Laurent soupira et caressa les cheveux bouclés de son fils. Il demanda d'une voix douce ce qui s'était passé. Sophie ne laissa pas le temps à l'enfant de répondre. Elle explosa littéralement. Elle hurla que la énième nounou venait de démissionner. Elle avait claqué la porte après seulement 3 semaines. La jeune femme n'en pouvait plus de courir après un enfant aussi hyperactif. Sophie accusait Hugo d'être un monstre ingérable. Elle pointa du doigt le salon. Un vase en cristal de baccarat gisait en 1000 morceaux sur le tapis persan. Hugo renifla bruyamment et cacha son visage dans le cou de son père. Il murmura d'une petite voix tremblante qu'il n'avait pas fait exprès. Il expliqua que la nounou passait son temps sur son téléphone. Elle refusait de jouer avec lui. Il avait voulu jouer à cache-cache pour attirer son attention. En reculant, elle avait elle-même heurté le guéridon. Laurent écoutait son fils avec une profonde tendresse. Il comprenait parfaitement la situation. Son fils n'était pas méchant. Il était juste atrocement seul. Laurent esquissa un léger sourire malgré la tension. Il imaginait très bien la nounou maladroite renverser le vase. Ce petit rire étouffé rendit Sophie folle de rage. Elle frappa violemment le mur du plat de la main. Elle accusa son mari de toujours prendre la défense de ce petit sauvage. Elle lui reprocha son laxisme impardonnable. Laurent se releva lentement, portant Hugo sur sa hanche. Il garda un ton calme mais ferme. Il rappela à sa femme qu'il rentrait de 3 opérations à cœur ouvert. Il avait sauvé des vies aujourd'hui. Il n'allait pas faire un drame pour un simple vase en verre. Il proposa une solution radicale pour en finir avec ce problème. Ils allaient organiser un casting à la maison dès samedi. Hugo choisirait lui-même sa prochaine nounou. Puisqu'il devait passer ses journées avec elle, c'était à lui de décider. Sophie écarquilla ses yeux parfaitement maquillés. Elle trouva l'idée absurde et ridicule.
Laisser le contrôle à un enfant de 5 ans lui semblait être une folie totale, mais elle finit par céder en levant les yeux au ciel. Elle promit de contacter les meilleures agences de Paris. Le repas du soir se déroula dans un silence lourd et pesant. Le samedi après-midi, le vaste salon fut transformé en salle d'attente. 3 candidates sélectionnées avec soin par l'agence patientaient sur le canapé en velours. Laurent était assis dans son fauteuil en cuir. Il lisait les CV avec une attention clinique. Hugo jouait calmement sur le sol avec son circuit de train en bois. Sophie observait la scène depuis l'encadrement de la porte, un verre de vin blanc à la main. Elle attendait de voir ce cirque échouer. La première candidate entra. C'était une femme d'une 50aine d'années, très rigide. Elle portait un tailleur gris et des lunettes strictes. Elle avait travaillé pour des diplomates et parlait 4 langues couramment. Laurent lui expliqua le concept. Elle devait interagir avec Hugo. La femme s'approcha de l'enfant avec une raideur militaire. Elle lui parla d'une voix forte et autoritaire. Hugo prit peur instantanément. Il lâcha sa petite locomotive et courut se réfugier derrière les jambes de son père. Le verdict était clair et sans appel. Cette femme ne convenait pas. La deuxième candidate, trop jeune et constamment rivée à son écran, fut éliminée tout aussi vite. Il ne restait plus qu'une seule personne à voir. Tahanli. La dernière candidate franchit la porte avec une timidité touchante. Elle s'appelait Chloé. Elle était jeune, avec de longs cheveux blonds et des yeux d'un bleu profond. Elle portait un simple jean et un pull en grosse maille. Laurent s'attendait à un nouvel échec, mais à sa grande surprise, Chloé ignora complètement les adultes. Elle s'agenouilla directement sur le tapis, à la hauteur de Hugo. Elle lui parla d'une voix douce, presque musicale. Elle prit un wagon en bois et commença à faire des bruits de train très drôles. En quelques secondes, le visage de Hugo s'illumina. Il éclata de rire. Il lui montra comment assembler les rails. Ils construisirent ensemble un grand pont au-dessus du tapis. La magie opérait instantanément. L'enfant était détendu, heureux et confiant. Hugo se tourna vers son père avec un sourire radieux. Il annonça fièrement qu'il avait fait son choix. Il voulait que Chloé reste jouer avec lui tous les jours. Laurent posa les dossiers sur la table. Il ressentit un immense soulagement. Il s'approcha de la jeune fille pour discuter du contrat. C'est à ce moment précis que son cœur s'arrêta de battre. Chloé se releva pour lui serrer la main. Le col de son pull glissa légèrement sur son épaule. La lumière du plafonnier accrocha un objet métallique autour de son cou. Laurent fixa l'objet. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. C'était un pendentif en argent massif, orné d'une pierre bleue très spécifique. Il reconnut immédiatement les gravures asymétriques sur les bords. Ce n'était pas un bijou acheté dans le commerce. Il l'avait dessiné lui-même. Il l'avait fait forger par un artisan à Lyon 20 ans plus tôt. C'était le cadeau d'anniversaire de Camille, son premier et unique grand amour. Le choc fut si violent que Laurent dut s'appuyer contre la table en verre. Ses mains se mirent à trembler. Il retira ses lunettes pour frotter ses yeux. Chloé recula d'un pas, très inquiète. Elle lui demanda si tout allait bien. Elle craignait d'avoir fait une erreur. Sophie, depuis le couloir, remarqua la pâleur soudaine de son mari. Elle interpréta mal la situation. Elle crut immédiatement que Laurent était troublé par la beauté juvénile de la nouvelle nounou. La jalousie s'installa instantanément dans son esprit toxique. Laurent tenta de reprendre ses esprits. Il balbutia une excuse pathétique, parlant d'une migraine soudaine. Il força un sourire et confirma l'embauche de Chloé. Elle commencerait dès le lundi suivant. Quand la jeune fille quitta l'appartement, la tempête éclata. Sophie fondit sur lui comme un oiseau de proie. Elle l'accusa ouvertement de baver sur une étudiante sans aucune expérience. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait refusé la gouvernante trilingue pour cette petite provinciale. Laurent se défendit avec lassitude. Il rappela que le but était de rendre Hugo heureux. Et l'enfant avait clairement fait son choix. Mais dans sa tête, le chaos régnait en maître. Pendant que Sophie continuait de crier, Laurent revivait son passé. Les souvenirs de Lyon l'assaillaient violemment, l'odeur du café de la faculté de médecine, les cours d'anatomie interminables, et puis la rencontre avec Camille. Elle était fille d'ouvrier, timide, brillante. Elle travaillait comme aide-soignante la nuit pour payer ses études d'infirmière.
Il en était tombé fou amoureux dès la première seconde. C'était un amour pur, absolu, destructeur. Leur fiançailles avait fait un scandale dans la famille bourgeoise de Laurent. Ses parents, de riches médecins parisiens, méprisaient cette fille sans avenir. Mais Laurent s'en moquait. Il l'aimait à la folie. Il lui avait offert ce fameux pendentif comme promesse de mariage. Puis le drame avait frappé. Laurent avait décroché un stage prestigieux dans un hôpital de Boston, aux États-Unis. 3 mois de séparation seulement. Les adieux sur le quai de la gare de Lyon avaient été déchirants. Camille pleurait toutes les larmes de son corps. Elle promettait de l'attendre. Mais après un mois, le silence tomba. Plus de lettres, plus d'appels. Le téléphone sonnait dans le vide. Fou d'inquiétude, Laurent avait supplié ses parents d'aller voir chez elle. Quelques jours plus tard, la sentence tombait au téléphone. La voix froide de son père résonnait encore dans sa tête. Camille était morte. Un accident de voiture tragique dans les Alpes avec des amis. Tout était fini. Brisé, Laurent n'avait même pas eu la force d'assister aux funérailles. Ses parents l'en avaient dissuadé, prétextant que sa famille refusait de le voir. Les années avaient passé, transformant sa douleur en une froide ambition. Il était devenu une machine de guerre dans les blocs opératoires. Il réparait les cœurs des autres parce que le sien était mort. C'est dans ce contexte de vide affectif qu'il avait rencontré Sophie lors d'un gala de charité à Paris. Elle était belle, ambitieuse, brillante. Ils s'étaient trouvé des points communs dans leur soif de réussite. Le mariage avait été un événement mondain spectaculaire, mais l'illusion s'était vite dissipée. Sophie détestait l'idée de la maternité. Elle refusait de déformer son corps pour un enfant. Laurent, lui, rêvait de fonder une famille. L'opportunité s'était présentée lors d'un drame médical. Une jeune patiente était décédée en couche dans son hôpital. Son bébé se retrouvait seul au monde. Laurent avait vu ce minuscule nourrisson dans sa couveuse. Une évidence l'avait frappé. Il devait sauver cet enfant. Sophie avait accepté l'adoption du bout des lèvres, à condition de ne pas avoir à s'en occuper. Ainsi, Hugo était entré dans leur vie, apportant de la lumière dans cette immense maison sombre. Le lundi matin, Chloé prit ses fonctions avec une énergie incroyable. En quelques jours, l'ambiance de l'appartement changea du tout au tout. Les cris de Hugo furent remplacés par des éclats de rire cristallins. Ils allaient au parc Monceau ramasser des marrons. Ils construisaient des cabanes avec les coussins du grand canapé en cuir. Chloé ne punissait jamais l'enfant. Quand Hugo faisait une bêtise, elle s'asseyait avec lui. Elle lui expliquait doucement les choses, avec une patience infinie. Laurent rentrait le soir et trouvait un petit garçon épanoui qui lui racontait ses aventures avec des étoiles dans les yeux. Le père de famille était aux anges. Mais le pendentif hantait toujours ses pensées. Dès qu'il croisait Chloé, ses yeux étaient irrésistiblement attirés par le bijou en argent. Une idée folle, insensée, commençait à germer dans son esprit. Chloé avait les mêmes yeux bleus que Camille, le même rire clair. Et si, par un miracle absolu, Camille n'était pas morte avant d'avoir eu un enfant? Et si Chloé était sa propre fille, venue frapper à sa porte par le destin? L'idée devint une obsession maladive. Il observait la jeune fille à la dérobée. Il notait la forme de ses poignets, la façon dont elle relevait ses cheveux. Tout lui rappelait douloureusement la femme qu'il avait perdue. Sophie remarquait ses regards appuyés. Sa haine pour la jeune nounou grandissait chaque jour un peu plus. Elle ne supportait pas de voir son mari fasciné par cette petite provinciale. Elle ne supportait pas de voir Hugo adorer une étrangère alors qu'il la fuyait. Elle, Laurent, décida qu'il devait en avoir le cœur net. Il devait savoir la vérité. Un après-midi, alors que Chloé et Hugo préparaient un gâteau au chocolat dans la cuisine, Laurent s'introduisit dans la salle de jeu. Il repéra la brosse à cheveux de la jeune fille sur une étagère. Le cœur battant à tout rompre, comme un voleur dans sa propre maison, il préleva délicatement 2 longs cheveux blonds coincés dans les picots. Il les glissa dans un petit sac stérile qu'il avait rapporté de l'hôpital. Il allait faire un test ADN. L'attente des résultats serait une torture absolue. Quelques jours plus tard, l'enveloppe confidentielle arriva du laboratoire. Laurent s'enferma dans son bureau, les mains moites. Il déchira le papier avec frénésie.
Ses yeux parcoururent les lignes complexes de probabilité génétique. Le verdict tomba, sec et impitoyable. 0% de compatibilité. Chloé n'était pas sa fille. La déception fut immense, écrasante. Le chirurgien s'effondra dans son fauteuil. Si elle n'était pas sa fille, comment avait-elle obtenu ce collier unique au monde? Qui était-elle vraiment? Il fallait qu'il lui parle. Il devait lui poser la question. Mais l'occasion ne se présenta pas. Sophie avait décidé de passer à l'action. Sa jalousie maladive l'avait poussée à échafauder un plan diabolique pour détruire la jeune nounou. C'était un jeudi après-midi ordinaire. Le soleil illuminait les toits de zinc de Paris. Chloé rangeait le manteau de Hugo dans le grand placard de l'entrée. Son sac à dos en toile était posé sur la petite banquette. Sophie sortit soudain de sa chambre, le visage blême, feignant une panique totale. La voix de Sophie résonna dans tout l'appartement. Elle hurlait le nom de Laurent. Elle descendit l'escalier en courant, les larmes aux yeux. Laurent sortit de son bureau en sursaut. Hugo accourut depuis sa chambre, effrayé par le bruit. Sophie se tenait au milieu du couloir, théâtrale. Elle déclara avec hystérie que sa boîte à bijoux Cartier avait disparu de sa coiffeuse. Ses boucles d'oreilles en diamant, son bracelet en or, tout avait disparu. Laurent fronça les sourcils. Il essaya de la calmer. L'appartement était ultra sécurisé. Personne ne pouvait y entrer. Il suggéra qu'elle avait dû la ranger ailleurs. Mais Sophie se tourna brusquement vers Chloé. Son regard était rempli d'une haine pure. Elle pointa un doigt accusateur vers la jeune étudiante terrifiée. Elle accusa la nounou d'avoir profité de sa confiance pour la voler. Chloé devint blanche comme un linge. Elle bégaya, incapable de comprendre la violence de l'attaque. Elle jura sur sa vie qu'elle n'avait rien touché. Elle n'était même pas montée à l'étage de toute la journée. Sophie ne voulait rien entendre. Elle exigea de fouiller les affaires de la jeune fille immédiatement. Devant Laurent, pétrifié par la scène, Sophie s'empara du sac à dos en toile de Chloé. Elle le retourna violemment au-dessus du tapis de l'entrée. Les cahiers de cours, une trousse, une bouteille d'eau s'écrasèrent au sol, et au milieu des fournitures scolaires, la lourde boîte en cuir rouge de chez Cartier tomba lourdement. Le silence qui suivit fut effroyable. Chloé porta ses mains à son visage. Des larmes de désespoir jaillirent de ses yeux. Elle secouait la tête frénétiquement. Elle hurlait que c'était un piège, qu'elle n'avait rien fait. Mais les preuves semblaient irréfutables. Sophie triomphait. Elle hurla sur la jeune fille, l'insultant, la traitant de voleuse misérable. Elle lui ordonna de ramasser ses affaires et de sortir de chez elle avant qu'elle n'appelle la police. Laurent, choqué par la découverte, fut incapable d'articuler un mot. Il laissa la fille, qu'il admirait tant, s'enfuir en pleurant sous la pluie parisienne. Son silence fut une trahison lâche. Les jours qui suivirent furent d'une tristesse absolue. L'appartement sombra de nouveau dans un silence de tombeau. Le retour à la réalité fut brutal. Une nouvelle nounou, austère et sévère, fut embauchée. Hugo cessa complètement de rire. Le petit garçon ne parlait plus. Il picorait son repas du bout des lèvres. Il passait ses soirées assis devant la grande fenêtre du salon, regardant les voitures passer sous la pluie. Il attendait le retour de son amie. Sophie, au contraire, rayonnait de victoire. Elle avait retrouvé son calme et son arrogance habituelle. Laurent, rongé par la culpabilité, n'arrivait plus à dormir. L'image de Chloé en larmes le hantait. Le mystère du pendentif le rendait fou. Un soir, en rentrant tard, il trouva la porte de la chambre de Hugo entr'ouverte. La petite veilleuse projetait des ombres douces sur le mur. Laurent s'approcha doucement. Son fils n'était pas dans son lit. Il était assis par terre, à son petit bureau d'écolier. Il dessinait frénétiquement avec des crayons de couleur, le visage fermé et sérieux. Laurent s'agenouilla près de lui. Il posa doucement la main sur la petite épaule tremblante. Il regarda le dessin. C'était une jeune fille avec de longs cheveux blonds qui pleurait. Autour d'elle, de grosses flèches noires et des éclairs rouges la frappaient de toutes parts. Laurent sentit une boule se former dans sa gorge. Il demanda doucement à son fils ce qu'il dessinait. Hugo ne leva pas les yeux. D'une voix chargée de chagrin, il expliqua que c'était Chloé, qu'elle était triste parce qu'elle était innocente.
Laurent tenta de lui expliquer avec des mots d'adulte que les preuves étaient contre elle. Mais l'enfant lâcha brusquement son crayon. Il se tourna vers son père. Ses grands yeux bruns étaient remplis de larmes et de colère. Hugo cria que tout était faux. Il l'avait vu. Il avait vu sa propre mère, Sophie, glisser la boîte rouge dans le sac de Chloé pendant que la jeune fille l'aidait à laver ses mains dans la salle de bain. Il avait voulu le dire le jour même, mais son père avait refusé de l'écouter. La vérité explosa dans la pièce avec la force d'une bombe. Le choc fut d'une violence inouïe. Laurent fixa son fils, incapable de respirer. Hugo sanglotait maintenant ouvertement, suppliant son père de ramener Chloé. Le monde de Laurent venait de basculer. Sa propre femme avait monté ce coup ignoble de toutes pièces pour détruire une innocente par pure jalousie. Une rage sourde, froide et destructrice monta en lui. Il serra son fils contre son cœur. Il lui promit, la voix tremblante d'émotion, qu'il allait réparer cette terrible injustice. Il borda l'enfant avec une tendresse infinie, attendant qu'il s'endorme. Puis il se leva. Son visage s'était durci. Il descendit les escaliers d'un pas lourd. Sophie était installée dans le salon, un verre de champagne à la main, feuilletant un magazine de mode. Elle leva les yeux en souriant, prête à lui raconter sa journée mondaine. Mais le regard noir de Laurent la figea sur place. Il s'avança vers elle, arracha le magazine de ses mains et le jeta sur la table basse. Il lui annonça d'une voix glaciale qu'il savait tout, qu'il connaissait la vérité sur le sac à dos. Sophie tenta de nier pendant quelques secondes. Elle rit nerveusement, accusant l'imagination débordante d'un enfant de 5 ans. Mais, devant le mépris glacial de son mari, le masque tomba. Elle explosa de colère à son tour. Elle cracha tout son venin. Elle avoua tout avec fierté. Elle justifia son acte ignoble en hurlant qu'elle n'en pouvait plus de cette vie, qu'elle détestait cet enfant qui n'était pas le sien, qu'elle méprisait les regards que Laurent posait sur cette stupide étudiante. Elle revendiqua son droit à une vie de luxe et de liberté, sans les pleurs d'un gamin adopté. Ses paroles étaient d'une cruauté indicible. Laurent l'écouta jusqu'au bout, sans broncher. Le dégoût qu'il ressentait était total. Il réalisa à quel point il s'était trompé sur elle. Avec un calme terrifiant, il lui montra la porte. Il exigea le divorce immédiat. Il lui laissait la nuit pour faire ses valises luxueuses et quitter définitivement cet appartement. Leur mariage n'était qu'une farce macabre qui prenait fin ce soir. Le lendemain matin, les placards de Sophie étaient vides. Le calme était revenu, mais la culpabilité rongeait le chirurgien. Il devait retrouver Chloé à tout prix. Il contacta l'agence de Nounou. La directrice lui apprit avec amertume que Sophie avait ruiné la réputation de la jeune fille. Chloé ne trouvait plus de travail à cause de cette accusation de vol. Laurent, rongé par la honte, expliqua toute la vérité à la directrice. Il la supplia de lui donner l'adresse de l'étudiante. Devant la sincérité désespérée du médecin, la femme finit par céder. Elle lui donna une adresse modeste dans la banlieue est de Paris, à Montreuil. Laurent acheta un immense bouquet de fleurs blanches. Il prit sa voiture, le cœur lourd. Il se gara devant une barre d'immeubles grise et triste. La pluie s'était remise à tomber. Il sonna à l'interphone. La voix fatiguée de Chloé résonna dans l'appareil. Quand elle vit le visage de Laurent par la fenêtre, elle hésita longuement. Finalement, elle descendit dans le hall. Elle refusait de le faire monter, prétextant qu'une personne malade dormait dans l'appartement. Ils s'assirent sur un banc froid en bas de l'immeuble. Laurent lui présenta ses plus sincères excuses. Il lui avoua le piège tendu par sa future ex-femme. Il lui parla du chagrin immense de Hugo. Il la supplia de pardonner sa lâcheté et de revenir travailler pour eux. Chloé, touchée par la démarche, essuya une larme. Elle accepta ses excuses. Elle avoua que le petit garçon lui manquait terriblement. Le soulagement envahit le chirurgien. Mais il restait une question vitale. La question qui le tourmentait depuis des semaines. Avec une voix tremblante, Laurent pointa du doigt le pendentif en argent autour du cou de la jeune fille. Il lui demanda comment ce bijou était arrivé en sa possession. Chloé fut surprise par cette question intime. Elle baissa les yeux avec douceur. Elle caressa la pierre bleue et commença à raconter. Elle expliqua qu'elle était orpheline depuis l'adolescence. C'était sa tante qui l'avait élevée et prise sous son aile.
une tante merveilleuse qui avait sacrifié sa vie pour elle, et c'était cette tante qui lui avait confié ce pendentif. La voix de Chloé se brisa soudainement. Des larmes coulèrent sur ses joues pâles. Elle expliqua que sa tante était gravement malade. Il y a quelques mois, elle avait glissé sur une plaque de verglas dans la rue. Une chute banale en apparence, mais la douleur ne l'avait jamais quittée. Faute de moyens financiers pour consulter les grands spécialistes, la situation s'était aggravée. Aujourd'hui, sa tante était clouée au lit, paralysée par des douleurs atroces au niveau de la colonne vertébrale. Elle perdait espoir, elle pensait mourir bientôt. C'est pour cette raison qu'elle lui avait confié son collier le plus précieux, exigeant qu'elle ne le retire jamais. C'est pour payer une opération hors de prix que Chloé travaillait si dur comme nounou. Le sang de Laurent se glaça dans ses veines, son instinct de médecin et son cœur d'homme se mirent en alerte maximale. Il se leva brusquement. Il demanda, presque en hurlant, quel était le prénom de cette tante. Chloé, effrayée par sa réaction, murmura d'une toute petite voix « Camille ». Le trottoir de Montreuil sembla tanguer sous les pieds de Laurent. Le ciel de Paris s'effondrait sur lui. Camille. Elle était en vie. L'amour de sa jeunesse, la femme qu'il pleurait depuis 20 ans, n'était pas morte dans un ravin alpin. Le souffle coupé, il agrippa le bras de Chloé avec une douceur pressante. Il lui révéla qu'il était le créateur de ce bijou. Il lui révéla qu'il était chirurgien et qu'il exigeait de voir sa tante immédiatement. Il ne laisserait personne souffrir de la sorte, encore moins cette femme. Chloé, choquée par cette révélation inattendue, le guida à travers les couloirs sombres de l'immeuble. La porte de l'appartement s'ouvrit sur un silence oppressant. Une odeur forte de médicaments bon marché flottait dans l'air. Laurent suivit la jeune fille jusqu'à une petite chambre aux rideaux tirés. Sur le lit, une femme extrêmement amaigrie était allongée sous une couverture épaisse. Ses cheveux, autrefois dorés, étaient striés de gris. Son visage était creusé par la douleur. Elle gémissait doucement dans son sommeil. Laurent s'approcha à pas de loup. Son cœur menaçait d'exploser dans sa poitrine. Il tomba à genoux au bord du lit. Malgré les ravages du temps et de la souffrance, c'était bien elle. Ses traits fins, son nez délicat, l'arc de ses sourcils. C'était sa Camille. Il prit délicatement sa main glacée dans les siennes. Ses larmes coulèrent librement sur les draps usés. Il murmura son prénom avec une infinie tendresse. La femme ouvrit lentement les paupières. Son regard vitreux mit quelques secondes à faire le point dans la pénombre. Quand ses yeux reconnurent le visage penché sur elle, elle laissa échapper un cri étouffé. Elle crut à une hallucination provoquée par la fièvre et les puissants antidouleurs. Ses doigts tremblants effleurèrent la joue de Laurent. « C'est toi, c'est vraiment toi », chuchota-t-elle dans un souffle. Laurent embrassa le creux de sa main. Il confirma sa présence. Il lui demanda, la voix ravagée par le chagrin, pourquoi elle l'avait abandonné, pourquoi elle l'avait laissé croire à sa mort brutale toutes ces années. Camille ferma les yeux, submergée par des souvenirs douloureux. La douleur physique passa au second plan. La voix cassée, elle raconta la terrible machination. Pendant le stage de Laurent aux États-Unis, les parents du jeune médecin avaient débarqué dans sa petite chambre d'étudiante. Avec une cruauté impitoyable, ils l'avaient fait chanter. Ils avaient découvert un ancien casier judiciaire concernant la mère de Camille. Ils menaçaient de détruire la vie de sa famille, de la faire renvoyer de l'école d'infirmière, de ruiner sa vie. Elle devait disparaître, ou ils détruiraient tout le monde autour d'elle. Terrifiée, isolée, elle avait cédé au chantage pour protéger sa mère. Mais le pire n'était pas là. Le stress et le désespoir d'avoir tout perdu avaient lui provoqué un drame intime. Elle était enceinte de Laurent. Dans la solitude de sa chambre, elle avait fait une fausse couche traumatisante. Brisée psychologiquement, elle avait organisé son propre mensonge. Elle avait demandé à des amis de simuler cet accident pour les parents de Laurent. Elle voulait disparaître totalement. Elle avait trouvé refuge dans un monastère en Bourgogne pendant des mois pour surmonter son deuil. Puis, elle avait consacré sa vie à aider les autres. Elle avait élevé Chloé après la mort de sa sœur. Elle n'avait jamais pu aimer un autre homme. Elle avait passé 20 ans à suivre de loin la brillante carrière du professeur Laurent en ravalant ses larmes. Laurent écoutait ce récit monstrueux en serrant les poings. Ses propres parents,
animés par la vanité et le mépris de classe, avaient détruit leur existence. Ils se sentaient coupables d'avoir baissé les bras si facilement, d'avoir cru à ce mensonge sans chercher à voir le corps. Mais l'heure n'était plus au regret. L'urgence médicale était vitale. Laurent se redressa. Le regard du grand chirurgien remplaça l'homme meurtri. Il sortit son téléphone et appela directement la direction de la Pitié-Salpêtrière. Il exigea une ambulance médicalisée sur le champ. Il organisa une admission en urgence absolue dans son propre service. Il allait opérer Camille, il allait réparer sa colonne vertébrale, il refuserait de la perdre une seconde fois. Les heures qui suivirent furent une course contre la montre. L'ambulance hurla dans les rues de Paris. À l'hôpital, l'équipe de Laurent était sur le pied de guerre. Chloé pleurait dans la salle d'attente. Laurent étudiait les IRM avec une concentration effrayante. La fracture était ancienne et complexe. Un fragment d'os compressait la moelle épinière. C'était une opération d'une minutie extrême, un travail d'orfèvre où chaque millimètre comptait. La paralysie définitive était un risque majeur. Au bloc opératoire, l'atmosphère était électrique. Pendant 6 heures intenses, sous la lumière crue des cialytiques, Laurent opéra avec une maestria absolue. Ses mains, guidées par la précision de la science et la force de son amour enfoui, firent des miracles. Il retira les fragments, stabilisa les vertèbres. Quand il posa enfin son scalpel et retira ses gants ensanglantés, il savait qu'il avait gagné. La pression tomba d'un coup. Le chirurgien sortit du bloc, épuisé, le dos trempé de sueur. Il alla trouver Chloé dans le couloir pour lui annoncer la nouvelle tant espérée. La convalescence de Camille dura de longs mois. Mais chaque jour était une victoire. Laurent ne quittait plus son chevet. Il l'avait fait transférer dans une chambre lumineuse avec vue sur Paris. Hugo, accompagné de Chloé, venait lui rendre visite tous les mercredis. Le petit garçon, avec son innocence, s'était immédiatement attaché à cette femme si douce. Rapidement, une véritable dynamique familiale s'installa. Quand Camille put enfin marcher seule, soutenue par une canne, Laurent prit une grande décision. Il vendit l'immense appartement haussmannien, chargé de mauvais souvenirs. Il acheta une grande maison lumineuse avec un jardin à Versailles. Camille, Chloé et Hugo s'y installèrent avec lui. L'ombre de la mort et du mensonge s'était dissipée. L'amour avait repris ses droits. Chloé avait même rencontré un jeune infirmier du service, Thomas. La maison résonnait de rires, de repas partagés et de bonheur simple. Mais les fantômes du passé ont parfois la rancune tenace. Un soir d'automne, 1 an plus tard, la sonnette de la grande maison retentit. Laurent ouvrit la porte et se figea. Sophie se tenait sur le perron. Elle n'avait plus rien de la femme fatale d'autrefois. Son manteau était fripé, son maquillage fatigué. Son amant riche l'avait jetée à la rue, et sa carrière de journaliste s'était effondrée. Elle était ruinée et désespérée. Elle exigeait de l'argent, beaucoup d'argent, 100 000 € pour être précis. Face au refus catégorique et méprisant de Laurent, la vieille vipère sortit sa dernière carte. Elle menaça avec un sourire mauvais de révéler la vérité à Hugo sur ses origines. Elle hurla qu'elle irait chercher l'enfant à la sortie de l'école primaire pour lui dire que Laurent n'était pas son vrai père, qu'il était un orphelin adopté. Laurent sentit la panique l'envahir. Il savait que cette révélation brutale pourrait traumatiser Hugo. Il repoussa Sophie et claqua la porte. Dans le salon, il réunit Camille et Chloé. Il leur fit part du chantage immonde. Chloé, qui étudiait la psychologie infantile à la Sorbonne, prit les choses en main. Elle proposa une méthode douce pour devancer le chantage. Le lendemain, Chloé s'installa sur le tapis avec Hugo. Elle utilisa de petites marionnettes en feutrine pour lui raconter une histoire merveilleuse. L'histoire d'un papa oiseau qui avait un très grand nid, mais pas de petit oiseau, et d'un petit oiseau courageux qui cherchait une famille. Elle expliqua que l'amour ne naissait pas dans le ventre mais dans le cœur. Hugo écouta attentivement. Il posa des questions naïves, mais la vérité s'installa doucement en lui sans violence. Le soir venu, il sauta sur les genoux de Laurent. Il le regarda droit dans les yeux et lui dit simplement « Je sais que je ne sors pas de ton ventre, papa, mais je sais que tu m'as choisi parmi tous les autres enfants. » Laurent pleura de joie en serrant son fils adoptif contre lui. Le chantage n'avait plus aucun pouvoir. Quelques jours plus tard,
Sophie rôdait effectivement près de l'école. Elle intercepta Hugo sur le trottoir, le regard mauvais. Elle cracha son venin. Mais l'enfant de 6 ans la regarda avec pitié. Il lui répondit avec une sagesse étonnante qu'il savait tout et qu'il l'aimait fort son papa. Sophie, vaincue et humiliée par un enfant, disparut définitivement dans la foule parisienne. La vie reprit son cours paisible à Versailles. Laurent était l'homme le plus heureux du monde, mais la vie lui réservait un ultime tour de magie. Ces derniers temps, Camille semblait fatiguée. Elle avait des nausées matinales inexpliquées. Inquiet des suites de son opération, Laurent insista pour qu'elle passe des examens sanguins complets. Ils patientaient tous les deux dans le cabinet d'un confrère obstétricien. Le médecin entra avec un grand sourire sur le visage. Il s'assit, regarda le dossier et éclata d'un rire bienveillant. Il annonça que les douleurs de dos n'avaient rien à voir. Camille, à 43 ans, malgré la fausse couche tragique de sa jeunesse et les décennies de tristesse, était enceinte de presque 3 mois. C'était un miracle médical et biologique inexplicable. Dans le bureau immaculé, Laurent et Camille tombèrent dans les bras l'un de l'autre. Leurs larmes se mélangeaient, la boucle était bouclée. La vie, autrefois arrachée avec cruauté, leur rendait enfin ce qu'ils avaient si perdu. Le passé était effacé, l'avenir ne faisait que commencer. C'est ainsi que se termine cette incroyable traversée du destin. 20 ans de séparation, des mensonges destructeurs, mais à la fin, l'amour véritable trouve toujours son chemin. Laurent, Camille et le petit Hugo nous prouvent que la famille ne se définit pas par le sang, mais par la force des liens que nous choisissons de tisser. Un simple pendentif, une nounou courageuse, et tout a basculé vers la lumière. Cette histoire vous a touché? Avez-vous déjà vécu des retrouvailles inespérées ou des signes du destin qui ont changé votre vie? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un immense pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires poignantes. Prenez soin de ceux que vous aimez et à très vite.